L'air, dans l'appartement du 5e étage sur les pentes de Montmartre, était toujours imprégné de deux parfums distincts. Celui, robuste et joyeux, des raclettes du dimanche soir, et celui, bien plus insaisissable, de Claire. Un mélange de pêche mûre, de santal et d'une note secrète, épicée, qui ne se révélait qu'après des heures, comme un secret murmuré à l'oreille. Ce parfum était la bande-son de ma vie parisienne, l'odeur de la maison de mon meilleur ami Antoine, mon ancre depuis la fac. Claire, sa mère, avait 44 ans, mais en affichait à peine 35. Ce n'était pas une question de chirurgie ou de crèmes onéreuses, mais une affaire de vitalité. Elle riait avec tout son corps, ses yeux noisettes plissant aux commissures, et elle portait une curiosité pour le monde qui semblait intarissable. Pour moi, Julien, 23 ans, perdu dans le marasme post-universitaire et les premiers doutes existentiels de l'âge adulte, elle incarnait une forme d'accomplissement, une sérénité qui me fascinait. Ce soir-là, assis à la table de la cuisine en chêne massif, je la regardais préparer une infusion. Antoine était en déplacement à Lyon pour son nouveau stage. « Tu as l'air perdu, Julien », dit-elle sans se retourner, ses mains élégantes manœuvrant la théière en faïence. Je sursautais. Son intuition me déstabilisait toujours. Je réfléchissais. À l'avenir. À tout ça. Elle se tourna, tenant 2 tasses fumantes. Son sourire était empreint d'une douceur mélancolique qui, je commençais à le comprendre, lui était propre. L'avenir est une promesse qui n'arrive jamais, mon cher. Il n'y a que le présent. Et dans le présent, il y a une verveine au miel qui refroidit. Elle posa la tasse devant moi, et ses doigts effleurèrent les miens. Un contact bref, à la limite de l'accidentel. Mais un courant, indéniable, parcourut mon bras. Je bus une gorgée, trop vite, me brûlant la langue, incapable de soutenir son regard. L'atmosphère dans la cuisine, avec les ombres du soir qui dansaient sur les mètres de livres entassés, était soudain devenue différente, plus dense, plus lourde de non-dits. Les semaines qui suivirent furent une lente et dangereuse valse. C'était toujours ainsi. Des regards tenus une seconde de trop, alors qu'Antoine nous racontait sa journée. Des compliments de sa part qui glissèrent de « Ton pull te va bien » à « Tu as des yeux d'une intensité rare, Julien ». Des rires étouffés dans la cuisine qui s'arrêtaient net quand Antoine entrait. C'était un jeu délicieux et coupable, et j'y participais avec l'enthousiasme nerveux de celui qui sait marcher sur une corde raide. Un mercredi après-midi, elle m'appela. « Antoine est encore à Lyon jusqu'à vendredi. Je dois aller à une exposition de photos dans le Marais. Tu m'accompagnes ? J'ai besoin d'un regard neuf. » Sa voix était légère, mais l'invitation pesait son poids de sous-entendu. J'acceptais. Nous avons erré parmi les clichés en noir et blanc, et son épaule frôlait mon bras à chaque pas. Elle commentait les œuvres avec une intelligence acérée, et je me surprenais à ne pas écouter ses mots, mais à observer le mouvement de ses lèvres, la courbe de son cou, la façon dont la lumière jouait dans ses cheveux. Elle représentait tout ce qui me manquait. L'assurance, la maturité, une sagesse triste et sensuelle qui m'attirait irrésistiblement. Dans le métro, sur le chemin du retour, le wagon était presque vide. Le bourdonnement des roues sur les rails était une berceuse hypnotique. Elle se tourna vers moi, son parfum m'enveloppant. « Tu as peur de moi, Julien ?» demanda-t-elle, sa voix un murmure à peine audible par-dessus le vacarme. Je secouai la tête, la gorge serrée. La peur n'était pas le bon mot. C'était un mélange enivrant de terreur, de désir
et d'une profonde tristesse anticipée. « Tu as tort, tu sais. Je ne veux pas te dévorer. Juste te réveiller. » Elle posa sa main sur ma joue, un geste d'une tendresse incroyable et pourtant d'une possession absolue. Je fermai les yeux, sentant le vertige me gagner. C'était clair et c'était trouble. C'était interdit et cela semblait inévitable. Le prochain mouvement était le mien. Et je savais qu'en le faisant, je franchirais une frontière dont je ne pourrais plus jamais revenir. Le premier baiser eut lieu chez elle, 3 jours plus tard. Ce n'était pas un assaut, mais une reddition. Une lente et douloureuse capitulation face à l'évidence. Nous étions dans le salon et elle m'avait tendu un verre de vin. Nos doigts s'étaient rencontrés autour du cristal, et cette fois, le contact ne se rompit pas. Son regard fit le reste. Il m'attira inexorablement. Sa bouche trouva la mienne, et ce fut à la fois un choc et un aboutissement. Le goût du vin rouge, le santal et le sel de mes propres larmes, je pleurais, je crois, de honte et d'un soulagement immense. La ligne était franchie. Nous entrâmes dans une période étrange et clandestine. Nos rencontres étaient rares, volées. Des après-midi où Antoine était censé travailler, des courses transformées en longues flâneries dans des quartiers où personne ne nous connaissait. C'était un monde parallèle, une bulle hors du temps. Elle me parlait de sa jeunesse, de ses rêves déçus, de son mariage qui n'était plus qu'une coquille vide. Je lui parlais de mes doutes, de ma peur de ne pas être à la hauteur. Elle n'était plus la mère de mon ami. Elle était Claire, une femme qui me découvrait et que je découvrais. Mais l'ombre d'Antoine planait sur nous, tel un spectre bien-aimé. Chaque rire étouffé était suivi d'un pincement au cœur. Chaque caresse était accompagnée du souvenir de son visage. Je commençais à me dérober, à inventer des excuses pour ne plus venir dîner. La culpabilité rongeait la beauté volée de ces moments. La chute fut aussi banale qu'implacable. J'oubliais chez Antoine un flacon de crème à raser. Pas n'importe laquelle. Celle que Claire m'avait offerte pour mon anniversaire. Un produit luxueux qui sentait la vanille et l'ambre. « Ça te va mieux que tes trucs d'étudiant », m'avait-elle dit avec ce sourire qui, désormais, me faisait frémir. Je ne pouvais m'en séparer. Son parfum était un lien tangible avec elle, un réconfort empoisonné. Antoine le trouva. Dans la salle de bain, derrière le miroir de la pharmacie, un soir où j'étais venu, le cœur lourd, pour tenter de renouer avec une normalité qui n'existait plus, il m'attendait, debout sur le pas de la porte de sa chambre. Il tenait le flacon noir entre ses doigts, comme on tient une preuve accablante. « C'est à toi ?» Sa voix était étrangement plate, sans timbre. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Mon sang ne fit qu'un tour, puis se glaça. « Oui, je l'ai oublié la dernière fois. » « Quelle dernière fois, Julien ?» Son regard, habituellement si vif et rieur, était devenu un sas froid. « La dernière fois que tu es venu chercher un livre ? La dernière fois que tu es venu regarder un match ? Ou la dernière fois que tu es venu voir ma mère pendant que j'étais à Lyon ? » Chaque mot était un clou enfoncé dans le cercueil de notre amitié. Il ne criait pas. Sa colère était trop profonde pour cela. Il savait. Il avait assemblé les pièces, mes absences, mon évitement, le regard que je posais parfois sur Claire, et maintenant, ce parfum qui ne mentait pas. « Antoine, écoute. » C'était tout ce que je pus balbutier, une tentative pathétique. Il secoua la tête, un mouvement lent, définitif. « Sors, Julien. On peut en parler. »« Sors !» La gueulée jaillit enfin,
chargée de toute sa douleur et sa trahison. Elle résonna dans l'appartement, effaçant des années de rires et de confidences. Je sortis. La porte se referma derrière moi avec un bruit sourd, un verdict sans appel. Les jours qui suivirent furent un brouillard. Je ne répondis pas aux appels de Claire. Elle m'envoya un message, un seul. « Il sait tout !» Je n'y répondis pas non plus. Que pouvais-je dire? Leur monde, leur famille, s'était brisé, et j'en étais l'artisan. Je n'étais plus la victime romantique d'un amour impossible. J'étais le traître. Je croisai Antoine une fois sur le boulevard Saint-Michel. Nous étions à 20 mètres l'un de l'autre. Nos regards se rencontrèrent. Dans le sien, il n'y avait plus de colère, juste une indifférence qui fit bien plus mal. Il détourna la tête et traversa la rue. Ce fut pire qu'une insulte. C'était l'effacement. Mon histoire avec Claire n'avait duré que quelques semaines. Ses conséquences, elles, s'étireraient toute une vie. J'avais été séduit par la promesse d'un amour intense, d'une initiation à la vie par une femme qui en connaissait les arcanes. Mais je n'avais été, peut-être, qu'un recours contre son propre vertige face à l'âge mûr, un dernier éclat de jeunesse à saisir. Des années plus tard, l'odeur du santal ou du miel dans une infusion peut encore me le rappeler. Non pas avec le piquant du désir, mais avec la mélancolie d'une blessure ancienne. J'avais répondu à l'appel du verger défendu, et j'en avais perdu mon meilleur ami. J'avais gagné une leçon cruelle et définitive sur le prix des secrets et le poids écrasant de la trahison. Le parfum de Claire s'était finalement dissipé, laissant place à l'odeur âcre et tenace de la culpabilité.